Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info en ce premier jour du mois d'août. Voici les titres de l'actualité. Unité de soins intensifs de cardiologie, centre de dons, maternité. Le ministre d'État a visité aujourd'hui le centre hospitalier Princesse Grace. Une de nos équipes l'a accompagné. Avant de se déplacer à l'Ajax d'Amsterdam, ce dimanche, l'AS Monaco FC demeure invaincu après 6 matchs de préparation. Dans quelques minutes, la réaction de l'entraîneur Adi Hutter face à cette belle pré-saison. Nous recevrons ensuite Antoine Zegdar, sacré champion olympique avec les Bleus. Il y a quasiment un an jour pour jour, le rugbyman se confiera sur son récent choix de carrière, plus que jamais tourné vers le rugby à 7. Et puis déjà 35 000 visiteurs à mi-parcours, c'est le chiffre conséquent enregistré par l'exposition Couleurs du Grimaldi Forum. Dans un reportage, nous découvrirons les raisons de ce succès. Le ministre d'État poursuit ses visites institutionnelles. Christophe Mirmand était cet après-midi au centre hospitalier Princesse Grace. Plusieurs services de l'hôpital lui ont été présentés, des soins intensifs de cardiologie au centre de dons, en passant par la maternité. Le récit de Frédéric Elion sur les images d'Alexandra Marangoni. Accompagné notamment par Christophe Robineau, ministre des Affaires sociales et de la Santé, le ministre d'État Christophe Mirmand s'est rendu au centre hospitalier Princesse Grace ce vendredi après-midi pour une visite d'1h30 dans le cadre de sa prise de fonction. Première étape au service des soins intensifs de cardiologie où il a pu visiter le grand bloc de rythmologie et de la télécardiologie. Direction ensuite le service de médecine nucléaire pour la découverte du TEP-scan, cet outil dernier cri qui permet de réaliser des examens d'imagerie médicale, notamment en cancérologie. Christophe Mirmand est ensuite allé au service maternité accueilli par le professeur Carbone, l'occasion de découvrir les locaux actuels ainsi que les futures chambres de maternité du nouvel hôpital. Le ministre d'État a bouclé sa visite par un passage à la Maison du Don où il s'est rendu au centre de transfusion sanguine, l'occasion de rappeler que le don du sang est essentiel. On a besoin de sang régulièrement puisque les produits sanguins sont dits labiles, donc avec une durée de vie qui est de 42 jours pour des globules rouges, donc assez restreinte malgré tout. C'est vrai qu'en période estivale, tout le monde part en vacances, il fait chaud, on a peut-être d'autres choses en tête, mais malgré tout, les patients sont toujours là, ils ont besoin d'être transfusés et c'est toujours une période assez critique pour leur prise en charge. Au mois de juin, 202 donneurs ont été accueillis ici à la Maison du Don. Il en aurait fallu 2 fois plus pour répondre aux besoins transfusionnels en principauté. En sport, l'AS Monaco poursuit son sans faute. Les Rouges et Blancs ont signé hier à la Turbie une nouvelle victoire face au Torino au lendemain d'une première face au club italien. Comme la veille mercredi, les joueurs de la Principauté l'ont emporté 3-1 avec cette fois une équipe composée principalement de remplaçants. Le coach a accepté de réagir à l'issue de ces 2 matchs amicaux. Il est en duplex avec nous. Bonsoir Adi Hutter. Adi Hutter, bonsoir. Bonsoir à tous. Que pouvez-vous nous dire à propos de ces 2 matchs amicaux ici à la Turbie? Est-ce que vous en êtes satisfait? Yes, I am satisfied against Lazio Torino. 2 games, we won both, but I was really satisfied about our performance in both games. I think we deserve to win. And with 2 different teams, and we mix it also, so everybody is playing in his best position. And now during the pre-season, everybody has the same amount of minutes. It's very important for me because we are expecting also a demanding season. Vous avez parlé des joueurs, est-ce que vous pouvez parler des jeunes? On a vu une bonne prestation de Paris Brunner mercredi et de Michal hier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leur match? Yes, it's also our way we want to go with our young players from the academy. But they are playing also for us or a part of the squad because they are good. They deserve it to be with the first team. And also Luca Michal is since a longer term with us. He trained with us all the time, and he played also a good game. And we are happy that we have a really good academy. Ce ne sont que des matchs amicaux, mais une victoire, ça reste une victoire. J'imagine que c'est bon pour la confiance.
Yes, we train really well. I'm happy. We had a really good camp in UK. The most important thing is also to win games in the preseason, but the most important thing is to win games in the Championship and Champions League. But what I can say is also what makes me really happy that no one is injured. Almost every player is on board. Only Ansu and Paul, they take a little bit time more, but in the end, Elias also. And when everybody is back, we have a strong team. Merci beaucoup à 18h de nous avoir accordé cette interview. Thank you. En bref, la victoire historique du Yacht Club de Monaco dans l'Admirals Cup, elle s'est concrétisée hier soir à Cherbourg, théâtre de l'ultime étape de la compétition, avec la cérémonie de remise des prix et des trophées à l'équipe monégasque, emmenée par Pierre Casiraghi, skipper et vice-président, heureux d'un club monégasque qui signe de la plus belle manière sa première participation à l'épreuve. Comme vous pouvez le voir sur ces images de Serge Prémont, l'émotion était palpable pour l'équipage de Jolt 6 au moment de recevoir sa consécration. Pierre Casiraghi nous parlait hier soir dans son duplex de rêve éveillé. Il souhaite que ce trophée soit exposé au regard de la population monégasque dès le mois de septembre pour le partager avec le plus grand nombre. Bravo à tous les membres de l'équipe rouge et blanche qui va désormais savourer une belle fin d'été. Parlons ballon ovale à présent. La Fédération monégasque de rugby et l'AS Monaco Rugby viennent de signer un partenariat. Avec ce rapprochement, les deux entités souhaitent, je cite, promouvoir le rugby amateur en favorisant les échanges, le partage de compétences et la mutualisation des partenariats. Il contribue lui aussi à l'essor de la discipline. Antoine Zegdar a fait vibrer tous les supporters il y a un an lors des JO de Paris en offrant à la France avec les Bleus sa toute première médaille d'or en rugby à 7. Aujourd'hui, il tourne une page en mettant le rugby à 15 entre parenthèses. Le rugbyman est avec nous pour évoquer ce choix de carrière. Accueillons-le. Antoine Zegdar, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur le plateau de Monaco Info. Avec grand plaisir. Tout le monde s'en souvient, c'était il y a quasiment un an jour pour jour, le 27 juillet 2024. Vous décrochiez l'or à Paris. C'était un grand moment puisque c'était la première fois pour les Bleus ce sacre de champion olympique de rugby à 7. Avec le recul, est-ce que c'est toujours la même émotion qui vous traverse ? Ouais, bien sûr. Là, surtout, comme ça faisait un an, on a eu plein d'images qui ressortaient. Et c'est vrai que voilà, on a toujours ces émotions, tout ce qui s'est passé, tous ces moments passés ensemble sur le terrain. Il y avait une atmosphère vraiment incroyable dans le Stade de France avec 80 000 personnes. Donc ouais, c'est sûr que quand on revoit même toutes ces images, ça nous fait quelque chose. Quel souvenir, anecdote vous pourriez nous partager de cette épopée ? Il y avait une certaine osmose aussi au sein de l'équipe. On le voyait à travers les vidéos que vous postiez aussi sur les réseaux. Ouais, bien sûr. Le fait qu'on soit 14 à partir à chaque fois sur des tournois, on est tous très très proches, on passe énormément de temps ensemble, on est 24 heures sur 24 ensemble finalement. Et après, ouais, une petite anecdote sur les jeux, voilà, moi je retiens le moment où on a été sacré champion, le coup de sifflet final, où voilà, moi j'ai reçu ma médaille et je suis parti direct voir mes parents qui étaient dans les gradins et il y a une image qui est super sympa où je leur fais un câlin et ils étaient super fiers de moi et tout. Donc voilà, c'est vraiment un moment intense que je retiens. Est-ce que ce succès, cette expérience finalement fait partie des raisons pour lesquelles vous avez fait ce choix de vous consacrer exclusivement maintenant au rugby à 7 ? Ouais, ça en fait partie. Après, voilà, c'est l'année 2023-2024, c'est pour moi l'année la plus épanouissante de ma vie, donc c'était un choix assez logique. D'autant plus que cette année, voilà, j'ai refait un peu de 15. Je suis retourné avec mon club à Castres en top 14 et il y a eu des concours de circonstances qui font que finalement, c'est pas trop ce que j'avais espéré. Je suis arrivé, j'étais blessé, donc j'ai manqué beaucoup d'entraînement. Ensuite, j'ai refait quelques allers-retours avec l'équipe de France à 7, donc c'était pas super facile. Enfin, finalement, d'être aux deux endroits à la fois, j'étais nulle part. Oui. Donc voilà, mais après je retiens que du positif de mon temps à Castres. Mais voilà, c'était important pour moi de rendre à l'équipe de France à 7 ce qu'elle m'avait donné et de repartir en me consacrant 100% avec cette équipe. Est-ce que vous concevez quand même qu'à 26 ans, ça peut paraître un choix surprenant ? Ouais, bien sûr. Je pense que pas tout le monde comprend le choix que j'ai fait. Après, voilà, c'est un choix personnel. Pour moi, c'est
c'est important d'être épanoui et d'être heureux dans sa vie. Et puis après, voilà, on a quand même des belles échéances. Les Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028. On a été champion du monde, donc voilà, il faudrait qu'on réussisse à refaire quelque chose de la sorte. Donc on a quand même quelque chose à aller chercher. Mais voilà, pour moi, c'était important de me rapprocher de ma famille, de me rapprocher de Monaco aussi. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Ouais. Maintenant, c'est ça, votre objectif affiché, c'est Los Angeles 2028? Oui, bien sûr, quand on vit l'expérience olympique, voilà, il y a un goût de reviens-y. Donc c'est sûr que les Jeux Olympiques à Los Angeles, on va avoir à cœur de faire tout aussi bien qu'on a fait à Paris. Donc je pense que c'est un travail en amont. Il faut construire l'équipe, il faut apporter de l'expérience aux jeunes qui intègrent l'équipe. Donc voilà, on travaille beaucoup sur la notion d'héritage dans cette équipe de France A7. Donc c'est important pour moi de faire ce travail-là. Ouais. Justement, quel rôle vous allez jouer, vous, au sein de l'équipe? Du coup, je fais partie un peu des vieux, même si j'aime pas trop ce terme, à 26 ans. Vraiment, il va y avoir un travail de transmission aussi. Mais ouais, voilà, là, on est parti sur un nouveau cycle, donc il y a beaucoup de joueurs qui sont repartis soit à 15 ou soit qui ont arrêté leur carrière. Et donc il y a automatiquement des jeunes joueurs qui ont intégré l'équipe, donc c'est des très bons joueurs, des joueurs talentueux, mais qui parfois manquent un peu d'expérience. Donc là, durant l'année, on a fait 2 finales. Et je pense que justement il manquait cette petite expérience à tous les joueurs pour justement gagner un autre tournoi, et je pense que voilà, ça va se construire au fur et à mesure des années, et j'espère que cette année voilà, on va commencer par déjà gagner un tournoi, et on va prendre les tournois les uns après les autres et on verra comment ça va se passer. Et qu'est-ce qu'un joueur de rugby à 15 peut apporter au rugby à 7? Est-ce que c'est vraiment 2 disciplines totalement différentes? Ouais, c'est 2 disciplines qui sont vraiment différentes. Après, je pense que c'est plus le rugby à 7, ça a plus un aspect physique, puisque étant donné qu'on n'est que 7 contre 7 sur le terrain, il y a beaucoup plus d'espace, donc il faut avoir faut travailler beaucoup plus sa vitesse, son accélération, jouer ses duels. En défense, c'est aussi beaucoup plus compliqué, puisque du coup, il y a beaucoup plus d'espace à défendre. Et aussi techniquement, étant donné que les joueurs sont plus loin, il faut faire des passes plus longues. Et dans le sens inverse, je pense que justement au rugby à 15, c'est plus stratégique. Et vu que les espaces sont plus petits, il faut avoir une meilleure vision du jeu. Donc je pense que ça peut apporter aussi sur le rugby à 7. On va parler maintenant du futur proche. Quelles sont les prochaines échéances pour vous et l'équipe de France? Du coup là, on a une petite période de vacances, donc j'en profite du coup pour être un peu chez moi avec mes proches. Et ensuite, on va reprendre les entraînements en septembre, tous ensemble, des regroupements sur le centre national qui est à Marcoussis. Et ensuite, le premier tournoi sera normalement à Dubaï en fin novembre. Eh bien, merci beaucoup Antoine Zegdar d'avoir été avec nous, avec et plaisir, on suivra bien entendu de près toute votre actualité. Merci beaucoup. Des murs rénovés, des combles renforcés et des espaces bientôt remis en service. Le chantier de l'école primaire FANB avance, mais plusieurs étapes restent à franchir. Objectif: moderniser sans dénaturer et redonner vie à l'ensemble de l'établissement. Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni nous emmènent en visite. Un établissement plus fonctionnel, plus sûr et prêt à accueillir les élèves dans les meilleures conditions. FANB s'offre une nouvelle jeunesse, de la réfection classique des sols, murs et plafonds, en passant par la suppression des installations au gaz au profit de la climatisation. Des travaux de rénovation sont en cours. Il s'agit de travaux de rénovation totale du bâtiment qui s'échelonnent tous les étés depuis 2023 maintenant. Et cette année, nous faisons également le renforcement des planchers des combles qui étaient inutilisables du fait de leur fragilité structurelle. Si une grande partie du chantier a déjà été menée, certains espaces restent en attente de finalisation. Les travaux se poursuivent avec pour objectif de mener à bien l'ensemble des opérations engagées. On attend les vacances scolaires, que ce soit les grandes ou les petites aussi d'ailleurs. On arrive toujours à glisser quelques petits travaux nous permettant de prendre de l'avance sur l'été et démarrer plus vite. Alors il nous reste les réfectoires à finaliser et tout le 3e étage qui est inutilisé depuis quelques années pour cause justement d'impossibilité d'utiliser les locaux. La rénovation complète de l'école FANB est attendue d'ici 2027.
Ouvrons une page culturelle à présent avec d'abord les concerts donnés dans la cour d'honneur du Palais Princier. Dans un décor particulier, à la fois féerique et chargé d'histoire, le pianiste David Frey, porté par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, s'est produit hier soir. Un moment suspendu auquel ont assisté José Sacré, Alexandra Marangoni et Paul Gougassian. Jeudi 31 juillet, au programme de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Charles Dutoit, les Pins de Rome de Respighi, les valses nobles et sentimentales de Ravel et le concerto pour piano numéro 1 de Beethoven avec en soliste David Frey. C'était dans la cour d'honneur du Palais Princier en présence de près de 1000 spectateurs mélomanes sous l'œil attentif et vigilant du colonel Luc Fringant, chargé de l'organisation de ces concerts au Palais Princier. Au Palais, tout se règle. Il y a un certain nombre de personnels qui sont passionnés par ces concerts du Palais qui existent depuis longtemps. Le Prince Régnier avait créé ça pour des raisons, en 59, pour des raisons bien particulières. Tout le monde se démène pour pouvoir faire en sorte que la mission soit remplie et que les problèmes, s'il y en a, soient réglés pratiquement. On ne se rend même pas compte quand il y a un problème. Quand les cloches sonnent, on doit les éteindre. D'ailleurs, ça fait partie de ma charge, c'est de couper le carillon pour que ça ne sonne pas pendant le concert, bien entendu. Alors, il y a une règle, c'est quand on vient assister au concert du Palais, on ne vient pas en basket. On ne vient pas en basket. Alors, à l'époque du Prince Régnier, c'était la tenue de soirée qui était de rigueur. Les hommes étaient en smoking, les femmes en robe longue. Le prince Albert a souhaité démocratiser un tout petit peu, et puis tout le monde n'a pas de smoking, donc c'était un peu plus... Ça permettait à certains de venir au palais. Mais normalement, c'est la tenue de ville. Et on ne filme pas. Quand on va chez quelqu'un, on est invité chez quelqu'un, on ne filme pas, on ne prend pas des photos dans la salle à manger ou dans le jardin. Donc c'est ce que j'essaye de faire comprendre à tout le monde pour que le comportement soit correct. Mais est-ce que vous profitez du concert quand même? Ah mais oui, bien entendu, mais je profite doublement du concert. Parce que, comme je vous le disais, j'ai assisté à la répétition hier. Vous pouvez bouger. Ah bah moi je bouge. Et puis je suis là, je les ai accueillis ce soir. Je partage avec eux beaucoup de choses que le public n'a pas l'occasion de partager. Donc je profite doublement des musiciens et des solistes. Prochain concert dans la cour d'honneur du Palais Princier dimanche 3 août. La chef Tiani Liu dirigera Beethoven et Prokofiev. Le rendez-vous est pris. C'est un véritable bain de lumière et d'émotion que propose le Grimaldi Forum cet été. L'exposition Couleurs, chef-d'œuvre du Centre Pompidou, attire les foules et atteint déjà les 35 000 visiteurs à mi-parcours. Vanessa Tessi et Alexandra Marangoni se sont rendus sur place. Voyez le reportage. À mi-parcours, l'exposition estivale Couleurs, chef-d'œuvre du Centre Pompidou au Grimaldi Forum, a dépassé les 30 000 visiteurs en 2 semaines. La scénographie immersive, articulée autour d'un tambour chromatique, séduit un public varié. Les œuvres du Centre Pompidou rayonnent dans cette exposition sensorielle novatrice. Et l'engouement est tel que Monaco accueille cette immersion dans la couleur comme un rendez-vous culturel majeur. Le bilan, je pense qu'il est très positif. Effectivement, on s'était fixé d'essayer de dépasser Turner l'année dernière, qui a fait 65 000 visiteurs. Je pense qu'on est bien parti pour le faire, même si l'exposition, il ne faut pas l'oublier, a ouvert avec quelques jours de décalage. Mais on devrait dépasser ce chiffre. On est très content aussi des retombées presse. Cet accrochage finalement qui défie la chronologie, qui permet vraiment d'avoir une visite extrêmement ouverte et libre de toute l'histoire du XXe siècle, réjouit les personnes de tous âges, vraiment des petits aux plus âgés. Donc oui, on est ravis que ça ait marché et que le public réponde aussi bien à cette exposition multisensorielle. Le public est conquis, les visiteurs ressortent éblouis par les couleurs, touchés par l'audace de la scénographie et surpris par l'émotion que suscite cette immersion sensorielle.
Le commissaire de l'exposition s'appelle Didier Ottinger et je l'ai eu comme professeur à l'école du Louvre à Paris. Et je l'adorais. Il est brillantissime et voilà, l'exposition est superbe. Je trouve que c'est très bien présenté, les couleurs ensuite, toutes les petites alcôves qui sont faites là sont très intéressantes, les parfums sont bien étudiés pour chacune des couleurs, c'est très très bien. Ah, il y a de très très belles choses. Mais bon, tout ne me plaît pas, comme toujours. Mais sinon, c'est une très belle exposition. Elle est très riche, c'est très enrichissant aussi. Il y a tous les aspects modernes. Bon, comme vous, Marie, j'aime pas tout non plus, mais il y a beaucoup de choses que j'ai découvert. Mais le thème, c'est les couleurs, donc effectivement, on voit des couleurs partout. Donc je suis impatient de découvrir le reste de l'exposition. J'aime beaucoup. Je la trouve extrêmement intéressante depuis l'introduction que j'ai regardée, écoutée en arrivant, et puis jusqu'à la proposition de ce cercle chromatique, et puis toutes les œuvres associées, vraiment je la trouve passionnante. Les explications en même temps sont extrêmement claires, extrêmement agréables à lire, et elles nous apportent beaucoup. Un succès inattendu qui place le cap des 70 000 entrées envisageables d'ici la fin de l'été. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo ensoleillée de Marie Bonnet-Blanc. Mais avant cela, place aux photos de fin de journal. Signé Stéphane Dana, elles reviennent sur le somptueux concert donné hier soir dans la cour d'honneur du Palais Princier. Belle soirée à tous et à demain 19h. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain. Dans la matinée, quelques averses, mais qui devraient disparaître dans la journée pour laisser place au soleil et aux éclaircies. Côté température, il fera 24 degrés le matin et 25 degrés dans l'après-midi. Ça sera l'occasion de souhaiter une très belle fête à tous les Juliens demain et aussi de commémorer le génocide congolais, une journée mondiale qui vise à rendre hommage aux millions de victimes des conflits armés qui ont ravagé l'est de ce pays. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.